Bonjour, mon nom est Luc Bordelot. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Mouvement pour une démocratie nouvelle, le MDN. Le MDN a décidé de produire une série de webinaires sur différents aspects liés à la réforme du mode de scrutin. Par ces webinaires, nous souhaitons fournir une information accessible et abordable sur la problématique de la réforme du mode de scrutin aux membres et sympathisants ainsi qu'à toute autre personne intéressée à ce sujet. Et on compte un total de 5 webinaires à l'heure actuelle. Le premier porte sur le concept de démocratie, les régimes politiques et leurs liens avec les modes de scrutin. Le deuxième webinaire touche le mode de scrutin actuel au Québec et au Canada, c'est-à-dire le système majoritaire uninominal à un tour. Nous verrons ce qu'il en est et aussi nous le critiquerons. Le troisième webinaire porte sur les alternatives au mode de scrutin actuel, c'est-à-dire essentiellement les modes de scrutin de la famille proportionnelle ainsi que les modes mixtes, qui combinent des aspects de la famille majoritaire et des aspects de la famille proportionnelle. Le quatrième webinaire porte sur les tentatives passées au Québec, au Canada et dans certaines provinces canadiennes de réforme du mode de scrutin. Tentatives qui ont toutes échoué jusqu'à maintenant, mais les perspectives à court terme sont meilleures. Et enfin, le dernier webinaire, le cinquième, touchera et exposera le modèle proposé pour le Québec par le MDN, ses partenaires et des partis politiques, c'est-à-dire le mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire. Le contenu des webinaires est accessible à partir de nos plateformes, site web du Mouvement Démocratie Nouvelle, site web de la campagne Chaque voix compte et notre chaîne YouTube, etc. Nous espérons que le contenu vous sera utile et permettra de répondre à vos questions. Il sera d'ailleurs revisé périodiquement car ce dossier évolue très rapidement et à cet effet, vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Bon visionnement. Nous débutons par un exposé sur les concepts de démocratie, d'élection et de mode de scrutin et des relations entre tous ces éléments. Donc, nous avons 3 objectifs. Premièrement, faire ressortir l'origine du concept de démocratie, distinguer entre la démocratie directe, la démocratie représentative, qui sont 2 modes d'expression de la démocratie, ainsi que les modèles mixtes qui combinent les caractéristiques de démocratie directe et de démocratie représentative. Et enfin, identifier les liens entre la démocratie représentative, l'élection et les modes de scrutin. Pour ce faire, nous allons couvrir le contenu suivant: un exposé sur le concept de démocratie, la distinction entre démocratie directe et démocratie représentative, l'élection, le mécanisme central permettant à la fois de représenter la volonté populaire et de former un gouvernement dans un contexte de démocratie représentative, et ainsi que les modes de scrutin. La démocratie, si on débute par l'étymologie, c'est la combinaison des mots grecs démos, l'ensemble des citoyens, peuple, et kratos, puissance, souveraineté, pouvoir. Donc, souveraineté populaire, souveraineté du peuple, pouvoir des citoyens. Une formule très célèbre employée par Abraham Lincoln lors de son discours de Gettysburg nous dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il s'agit bien entendu d'un idéal qui a rarement été atteint complètement. Donc, un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir visant le bien commun et non pas les intérêts particuliers. Historiquement, on est progressivement passé d'un état de sujet de souverain, d'une aristocratie, etc., à un état de citoyen. Selon des auteurs célèbres, certaines caractéristiques clés de la démocratie, Karl Popper nous dit qu'un régime est démocratique s'il permet aux citoyens de contrôler ses dirigeants et aussi de les évincer sans recourir à la violence.
Paul Ricoeur, la démocratie n'est pas un régime politique sans conflit, mais un régime dans lequel les conflits sont ouverts et négociables selon des règles d'arbitrage connues. Autrement dit, ce qu'on appelle couramment la règle de droit. Et la démocratie, selon Francis Dupuy-Déry, un auteur québécois, s'oppose au régime aristocratique où le pouvoir est détenu par une minorité élue ou non, les plus forts, les meilleurs, ceux qui ont des droits, du mot grec aristoi, d'où vient notre aristocratie. On voit que selon Francis Dupuy-Déry, qui est un tenant de la démocratie directe, ce qu'on va voir immédiatement après, même si on a des représentants élus, ce n'est pas vraiment un régime démocratique. Est-ce que la démocratie est répandue dans le monde? Oui, jusqu'à un certain point. Il y a différentes manières de le mesurer. Un est l'indice de démocratie qui est publié à chaque année par The Economist. Les pays qui apparaissent en vert plus ou moins foncé ont des régimes démocratiques pleins ou avec certaines imperfections. Il y a des régimes hybrides et enfin des régimes autoritaires, ceux qui apparaissent plus en brun, orangé et rouge. Bien sûr, tout tableau de ce type est dépendant des critères utilisés et, disons, des positionnements idéologiques de ceux qui le montrent. La démocratie directe, on parle alors d'un pouvoir exercé directement par les citoyens et citoyennes sans l'intermédiaire d'organes représentatifs. S'il y a des magistrats ou agents d'exécution, ils vont être élus ou choisis par tirage au sort, avec des mandats courts, impératifs, généralement révocables et faisant l'objet d'une reddition de comptes obligatoire. Donc, tous les élus ou tous les détenteurs d'une charge sont, on pourrait dire, tenus en laisse et surveillés tout au long de leur mandat dans un tel système. Et ont peu de marge de manœuvre en regard de la volonté populaire et des mandats qui leur ont été confiés. Au niveau du langage, jusqu'au 19e siècle, quand on parlait de démocratie, on parlait de démocratie directe. La démocratie représentative, c'était autre chose qu'on nommait autrement. La démocratie directe appliquée, l'exemple classique, c'est la démocratie athénienne du 7e au 4e siècle avant Jésus-Christ, avec ses institutions et magistrats, l'ecclésia, la boulée, l'aréopage et les liés. Encore aujourd'hui, dans 2 cantons suisses, Appenzell, Rhodes intérieur et Glaris, nous avons les Landsgemeinde, qui sont des assemblées publiques annuelles dans lesquelles l'ensemble des citoyens se réunissent sur une place à l'extérieur pour élire des magistrats et adopter certaines lois importantes, par exemple des changements à la constitution de leur canton. Il y a les town meetings en Nouvelle-Angleterre, essentiellement dans des petites municipalités, où périodiquement les citoyens sont convoqués et peuvent se prononcer sur différents sujets, par exemple adopter un budget, élire des officiers, etc. Il faut remarquer que dans tous ces exemples, il peut y avoir vote secret, mais souvent c'est un vote à main levée, donc un vote public. Plus récemment encore, il y a eu les exemples des places occupées du printemps arabe, des indignés en Espagne, aux États-Unis, au Québec, Nuit debout en France, etc. Dans ce cas, on parle plus d'un groupe de citoyens et citoyennes qui investissent un lieu public et y appliquent leurs règles pendant un certain temps. Du même souffle, certains, dont Francis Dupuy-Déry, donnent comme exemple de démocratie directe les assemblées générales du mouvement étudiant et les assemblées populaires autonomes de quartier qui ont été vécues à certains endroits au Québec au printemps 2012. La démocratie directe a fait l'objet de plusieurs critiques. Le premier étant que les exemples qu'on l'on vient de mentionner et d'autres sont anciens
et que les actuels concernent tous des entités de petite taille avec une population peu nombreuse. Cela requiert la présence physique de l'ensemble des citoyens et des citoyennes à un endroit précis au même moment pour débattre et prendre des décisions. Donc, un contexte qui s'approche de celui d'assemblée générale au niveau syndical, association étudiante, association, mais qui est difficilement transposable à la gestion et au gouvernement d'une région, d'un État ou d'un pays, avec la complexité des questions qui y sont abordées. Et le fait que la majorité des citoyens et des citoyennes n'a sans doute pas le temps, l'intérêt ou les compétences pour le degré d'investissement personnel que la démocratie directe requiert sur une base continue, parce que quand on parle de démocratie directe au niveau d'une province ou d'un pays, par exemple, on ne parle pas d'une réunion par année, mais d'un mécanisme où les gens doivent se réunir sur une base hebdomadaire ou mensuelle. On a, disons, répondu à certaines de ces critiques en faisant valoir que les nouvelles technologies permettraient peut-être de contourner certaines de ces difficultés, par exemple au niveau du vote électronique ou de certaines formules de débat par les médias sociaux. La démocratie représentative, qui est la forme de démocratie la plus répandue dans le monde à l'heure actuelle, à tous les niveaux de gouvernement. Les citoyens et citoyennes en démocratie représentative sont titulaires de la souveraineté populaire et la délèguent à des représentants et représentantes qui incarneront la volonté générale. Donc on parle simplement d'une délégation et non pas d'un abandon de la souveraineté populaire par les citoyens et les citoyennes. Ces représentants et représentantes tirent leur légitimité de cette délégation de souveraineté par l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Une assemblée restreinte formée de ces représentants représente l'ensemble de la communauté. Il peut y avoir une seconde chambre, généralement pour la représentation de l'aspect géographique dans les pays ou les États d'une grande étendue. On peut penser au Sénat américain, Sénat canadien et d'autres chambres dans plusieurs autres pays. La démocratie représentative est devenue au fil du temps, par une sorte d'abus de langage, synonyme de démocratie tout court, comme si la démocratie directe n'existait pas. La démocratie représentative, qui je le rappelle est le régime politique dans lequel nous vivons, au Canada et au Québec, a fait l'objet de son lot de critiques. Par exemple, le représentant ou la représentante, une fois élu, est irrévocable et non tenu de suivre la volonté de ses concitoyens et concitoyennes, de ceux qui l'ont élu en fait. À l'Assemblée, sa marge de manœuvre est fortement limitée par des mécanismes comme la solidarité ministérielle pour les députés du parti au pouvoir et la ligne de parti qui vaut pour tous les partis. De plus, on ne peut parler quand on veut et de quoi on veut à l'Assemblée, puisque l'agenda est contrôlé par le gouvernement et en pratique par le Premier ministre, ce monarque élu, comme certains l'appellent. L'accès aux élus et élus aussi n'est pas nécessairement égal pour tous, et il y a risque, bien entendu, d'influence indue de la part des lobbies et des contributeurs aux campagnes électorales. On en a vu des exemples précis il y a quelques années au Québec. Et aussi, on constate la prédominance d'une pensée et d'une gestion à court terme conditionnée par l'échéance électorale. On dit souvent, en caricaturant un peu, que les représentants et représentantes ne peuvent voir plus loin que l'échéance de la prochaine élection. Il y a d'autre part des modèles mixtes qui regroupent des caractéristiques
de la démocratie représentative et de la démocratie directe. Généralement, il s'agit à la base d'un système de démocratie représentative, c'est-à-dire avec une assemblée ou deux assemblées avec des députés élus, mais auxquels on ajoute certains éléments de démocratie directe. Par exemple, on peut parler de démocratie semi-directe dans le cas où il y a des référendums d'adoption, d'opposition ou d'abrogation d'une loi. C'est tous des modalités qui peuvent se rencontrer dans différents pays. Le cas le plus connu étant la Suisse. Il y a aussi la notion de référendum consultatif avec ou sans seuil de participation. C'est un peu ce que l'on retrouve en tradition britannique, où le Parlement ayant tous les pouvoirs ne délègue pas son autorité à la population lors d'un référendum, mais, disons, doit tenir compte de l'avis exprimé par la population lors du référendum. Un exemple typique de ceci a été fourni lors du référendum sur le Brexit, qui a dû être suivi d'un vote à la Chambre des communes en Grande-Bretagne pour que les démarches consécutives au référendum puissent s'enclencher. Si ce vote n'avait pas eu lieu ou avait été négatif, tout le processus se serait arrêté là. Il y a aussi la possibilité d'une initiative législative ou référendaire. Par exemple, en Espagne, en Pologne ou en Suisse, si un certain nombre de signatures est recueilli, on peut forcer le Parlement à considérer une certaine proposition de loi ou d'organiser un référendum. Bien entendu, dans ce cas, le dernier mot revient à l'Assemblée. Et il y a tous les mécanismes qui existent depuis toujours de manifestation, de pétition, etc. au niveau de la démocratie semi-directe, qui peuvent influencer l'Assemblée, les élus. Et il y a également ce qu'on appelle la démocratie participative, la formule des forums ou jurys citoyens, comme par exemple, ça a été le cas dans certaines provinces au Canada, lors des tentatives de réforme du mode de scrutin dans les dernières années. On abordera ce point plus en détail dans le cadre du webinaire numéro 4. Les budgets participatifs dans certaines municipalités. Le cas le plus connu étant au niveau international Porto Alegre au Brésil. Il convient de noter par contre que ces budgets ne portent pas sur l'entièreté de l'enveloppe budgétaire d'une municipalité, mais sur des points très précis. Les mécanismes de consultation publique, qui sont de tout ordre, les commissions parlementaires, les organismes spécialisés comme le BAP ou l'organisme de consultation publique de Montréal, l'Office national de l'énergie, etc. Et dans le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la réforme du mode de scrutin, il y a eu les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques au Québec en 2002-2003 et la commission parlementaire spéciale sur la loi électorale de 2004-2005 qui, entre autres, incluait un jury citoyen. Tous ces points seront également abordés plus en détail dans le cadre du webinaire numéro 4. Et la notion encore plus récente d'acceptabilité sociale qui devient un critère de plus en plus incontournable, surtout dans le cadre de l'étude de grands projets d'infrastructure. Même s'il n'est pas clair à ce stade si la notion d'acceptabilité sociale donne réellement à certains groupes ou segments de la population un droit de veto sur ces projets. Pourquoi des élections? Dans le cadre de la démocratie représentative, essentiellement, parce que il faut, la démocratie représentative, vivre justement au premier plan, au premier chef, à bien représenter, à représenter. Et l'outil pour choisir le représentant de l'élection, plutôt que le tirage au sort, comme cela se pratiquait en démocratie directe, qui peut se dérouler selon divers modes de scrutin, que nous verrons un peu plus tard. Les représentants
autrement dit, les élus représentent l'ensemble de la population et non seulement les électeurs ou électrices ayant voté pour eux. Ils sont censés refléter la diversité des opinions publiques, la diversité des groupes de la population et des régions. Et de plus en plus, la représentativité ne passe plus seulement par l'élection, mais par de nouveaux mécanismes de participation citoyenne. Autrement dit, les mécanismes de démocratie participative que l'on vient de voir. Des élections aussi, pourquoi? Bien, pour gouverner. Parce que les élus ou élus constituent le pouvoir législatif face à l'exécutif et au pouvoir judiciaire. Et que du débat entre les élus et élus est censé ressortir la meilleure solution. D'où l'importance du rôle de l'opposition officielle et les autres oppositions qui font contrepoids au gouvernement et aux partis majoritaires et sont censés enrichir le débat et la qualité des projets de loi et des lois adoptées qui en découleront. L'Assemblée, en effet, des élus délibère et vote les lois et elle est censée contrôler le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Les modes de scrutin en démocratie représentative, c'est tout simplement, le mode de scrutin, c'est le mécanisme par lequel les élus sont choisis lors d'une élection. En général, on parle de mandats non impératifs, de durée fixe, 4 ou 5 ans, et d'élus ou élus non révocables en cours de mandat. Il peut y avoir des démissions suite à des scandales, des changements de parti, mais il n'y a aucun mécanisme de révocation par lequel la population qui a élu un député pourrait mettre fin à ce mandat avant la prochaine élection. Contrairement à ce qu'on pouvait voir dans les mécanismes de démocratie directe. Il y a diverses familles de modes de scrutin, la famille majoritaire, la famille proportionnelle et les modes mixtes. Les modes de scrutin majoritaires, dont essentiellement le mode uninominal à un tour, qui est celui en vigueur au Québec et au Canada, sera examiné plus en détail dans le webinaire numéro 2. Et les autres modes de scrutin, c'est-à-dire les alternatives, seront passés en revue dans le webinaire numéro 3. Chaque mode de scrutin donne des résultats différents et influence la manière de faire de la politique, entre autres l'équilibre entre la représentativité et la gouvernance. Trois grandes familles de modes de scrutin. La famille majoritaire, dont fait partie le mode uninominal à un tour en vigueur à tous les niveaux de gouvernement au Canada à l'heure actuelle et au Québec. À l'autre extrémité du spectre, la famille proportionnelle, dont la proportionnelle nationale, il y a aussi des modèles de proportionnelle régionale. Et entre les deux, des systèmes mixtes, dont le système mixte compensatoire, c'est-à-dire un système à la base où des députés sont élus, une majorité de députés sont élus selon un mode de scrutin de la famille majoritaire et une minorité vient compenser les disparités entre le pourcentage d'élus selon le scrutin majoritaire et le pourcentage des voix obtenues pour chaque parti pour qu'à la fin, la proportionnalité des résultats se rapproche de celle des suffrages exprimés. De façon générale, les scrutins de la famille majoritaire ont certains effets. L'accent est davantage mis sur la dimension gouvernance que sur la dimension représentativité. Il y a une priorité à la représentation au plan local, c'est-à-dire au niveau de la circonscription, et de la relation directe de l'électeur et de l'électrice avec un élu. Par exemple, au Québec, toutes les personnes qui ont le droit de vote habitent un comté précis et n'ont le droit de voter que pour élire le député de cette circonscription précise. La priorité est également donnée à la formation de gouvernements stables et forts, idéalement d'un seul parti. Et ces modes de scrutin de la famille majoritaire favorisent en général le bipartisme et l'échange du pouvoir entre deux partis dominants, et ce sur une longue période.
C'est ce qu'on a constaté, c'est ce qu'on constate au Canada depuis la confédération entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Et au Québec, il y a eu échange du pouvoir pendant plusieurs années entre les libéraux et les conservateurs, puis entre les libéraux et l'Union nationale, et enfin, depuis 1976, entre les libéraux et le Parti québécois. Et ce n'est pas... Et c'est la règle et c'est la norme dans tous les modes de scrutin de la famille majoritaire. On n'a qu'à penser aussi aux exemples du Royaume-Uni et des États-Unis. De façon générale, les modes de scrutin de la famille proportionnelle ont aussi certains effets. L'accent est davantage mis sur la dimension représentativité que gouvernance. Et la priorité est à la représentation au plan régional ou national, et pas simplement local, et la relation avec un groupe d'élus qui peuvent provenir de plus d'un parti politique. Parce que, bien entendu, le plan régional ou national est beaucoup plus large que le plan d'une simple circonscription. La priorité est également donnée à la formation d'un gouvernement représentant une majorité formée de partis partageant un même programme, et pas tout simplement d'un gouvernement d'un seul parti qui applique son programme. Ces modes de scrutin favorisent, au contraire des modes de scrutin de famille majoritaire, le multipartisme, la collaboration entre les partis et les gouvernements de coalition. La réalisation de ce webinaire a été rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs personnes. Je les mentionne et je les en remercie. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à partager cette vidéo. Pour en savoir davantage, il y a plusieurs moyens. Consultez le site web du Mouvement Démocratie Nouvelle, le site web de la campagne Chaque voix compte. Nous sommes également présents sur tous les réseaux sociaux. Il y a également nos publications écrites. Par exemple, un dépliant qui résume la problématique de la réforme du mode de scrutin en quelques pages. La publication de 2017, une réforme électorale au Québec, dans laquelle des acteurs et personnalités de différents domaines nous disent pourquoi, pour elles, la réforme du mode de scrutin est importante dans leur secteur d'activité. Et plus récemment encore, le rapport de la tournée des forums citoyens de l'automne 2017 qui contient nos plus récentes recommandations sur le modèle proposé pour le Québec. Il y a aussi des comités régionaux du Mouvement Démocratie Nouvelle. C'est un moyen de s'impliquer directement. Les coordonnées sont disponibles au bureau du MDN, que vous pouvez contacter par téléphone ou par courriel. Merci encore et au prochain webinaire.